là, Lille, une vie un peu presque paisible avec les rationnements, les trucs, et puis les lois anti-juives qui ont commencé à... Et donc deux événements, un événement qui m'a aussi impressionné, que je n'ai pas raconté, mais mon oncle avait un bébé de quelques mois, et ils sont arrivés à pied de Dunkerque, avec sur le vélo les derniers bagages qu'ils avaient. Et Dunkerque est une des villes rasées aussi. C'est ce que j'ai vu après. Je la connaissais bien puisqu'on allait en vacances à Malo. Et donc cette ville, je l'ai vue après également complètement rasée. Ce qui fait que j'ai vu Rouen, vraiment. Alors Rouen, il n'y avait pas une pierre l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, Abbeville, pareil. Et Dunkerque, que j'ai vu après, dans le même état. C'était devenu une banalité, quoi. C'était une chose courante. Donc, c'est cet épisode aussi des gens de Dunkerque qui sont arrivés à Lille, et c'est les gens de Lille qui essayaient de fuir. Et une partie a fui vers le nord. Je me rappelle, la ville désignée, c'était Saint-Paul. Ils sont arrivés nulle part, évidemment. Ils étaient coincés entre les collines d'Artois, l'armée britannique, l'armée allemande et l'armée française. Et donc, ils sont rentrés penauds à Lille, où ma tante n'avait pas pu évacuer parce qu'elle était en train d'accoucher. Ma tante me raconte, heureusement, c'était une femme, heureusement qu'il y avait un officier de l'armée allemande pour m'accoucher, parce que les autres, ils s'étaient barrés. Et effectivement, elle a dit, j'ai failli mourir de peur quand je l'ai vue arriver, mais après, bon, voilà. Alors elle a accouché de mon cousin Pierre. Il s'appelait Pierre. Bon. Et voilà, ça c'est là. Puis tout de suite après, 2 ans s'écoulent avec ces lois anti-juives qui fait qu'il faut rendre son poste de radio, qu'il faut aller s'inscrire, et qu'il faut... Bon, les tickets de rationnement, c'était pas les seuls, mais il y avait toute une action qui faisait que les Allemands cherchaient à mettre la main sur les listes de juifs, et que ces listes, on pouvait les trouver dans les partis politiques, dont le Parti communiste avait les listes du Parti frère. À l'époque, ce n'était pas le nom qu'on donnait aux partis qui avaient des sympathies pour la gauche stalinienne. Bon, mais pour les juifs, je sais que mon père m'a dit, je l'ai eu, il ne voulait pas me la donner, et c'est la liste des juifs de Lille. Tous les sympathisants, pas tous les juifs de Lille étaient sympathisants, loin de là. Mais enfin, ça, il a réussi à la sortir. Voilà. Et c'est au moment de avril 41, ça a commencé à basculer. Enfin, plus que ça. On a d'abord appris la première rafle à Paris, celle où c'était les immigrés qui ont été raflés, celle où Israël fait allusion. Et donc, j'avais une tante et 2 petites filles et un oncle qui ont été raflés et Drancy, et ils sont sur la liste de Klarsfeld comme ayant alimenter le convoi, numéro qui m'échappe, enfin bref, ils ne sont jamais revenus. On a quand même commencé à prendre conscience qu'on ne s'en sortirait pas sans prendre, on ne disait pas le maquis, mais c'est le terme qu'on aurait pu prendre. Et on avait vécu jusque-là, disant qu'il n'y avait plus de quoi gagner des sous. Et mon père tenait un petit magasin de la rue des Tanneurs à Lille, dans lequel il a liquidé un petit peu le stock de tissus qu'il avait avant. Et ça nous a permis d'avoir une petite somme d'argent, probablement, et envisager de partir. Et surtout, après
l'incident, enfin pas l'incident, le fait qu'on ait dû mettre l'étoile jaune, et l'étoile jaune que ma mère a soigneusement cousue sur mes vêtements. Et la question se posait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il va aller à l'école? Alors ma mère a toujours dit, l'école c'est sacré, il faut qu'il y aille. Alors j'ai été à l'école et moi-même je véhiculais un sentiment bizarre. Je comprenais bien qu'un placard pareil d'un jaune d'or et marqué juif dessus en lettres semi-gothiques, c'était pas quelque chose de bien, mais je n'étais pas non plus persuadé que c'était très mal, que c'était très infamant. Alors, je rentre dans la classe quand même un petit peu circonspect. Effectivement, tous les élèves me voient avec ce machin qui se voyait à 1 kilomètre quand c'était tout neuf. Et donc il y a un brouhaha qui éclate. L'instit me voit aussi, il frappe un coup sur la table et il demande le silence. Et il dit « Levez-vous » à tous les élèves. Et tous les élèves se lèvent. Et moi j'étais un peu interloqué, je ne savais pas ce qui allait arriver. Et l'instit leur a fait un très bref discours, dont je ne peux pas témoigner du contenu complet du discours, mais il a parlé de honneur et du peuple juif. Ces 3 mots, il me semble, qui ont été utilisés. Et la conclusion est qu'après ce discours, j'étais très fier. Donc je suppose qu'il n'était pas infamant, loin de là. Et donc le silence est rétabli, on s'est assis. Et après, l'instituteur, qui s'appelait Baudard, l'instituteur m'a appelé et m'a dit « Tu diras à ta mère que je ne veux plus que tu viennes ». On est rentré et ma mère, ça a contribué à la décision d'accélérer notre départ. Notre départ était possible puisque mon oncle avait déjà fait une espèce de nid dans les Basses-Pyrénées. À l'époque, c'était les Basses-Pyrénées, pas les Pyrénées-Atlantiques. Dans la région de Pau, un patelin qui s'appelait Gand, en plein milieu du vignoble Jurançon, et très sympathique, très beau. Et on avait donc décidé d'y aller. Mais pour y aller, il fallait quand même se faire aider. D'abord enlever les étoiles et avoir des faux papiers. Les faux papiers, on nous les a eus, on se les a procurés à la préfecture de Lille par une équipe de gens qu'on qualifiait de résistants, enfin qu'on a qualifié de résistants. À l'époque, on n'avait pas cette notion. Ces gens-là nous ont fait des papiers absolument impeccables, des vrais faux papiers, aurait dit Pasqua. Et ces vrais faux papiers, avec des faux noms, des fausses dates, tout était faux, y compris peut-être d'autres accessoires comme des cartes de ravitaillement. C'était très bien fait et indétectable parce que les cachets étaient des vrais cachets et non pas des copies. Parce que j'en ai vu, moi, je savais faire copier une carte d'identité avec des pommes de terre. On savait faire, même les gosses savaient le faire. Oui, la pomme de terre, ça prend l'encre et tu arrives à transférer le cachet sur un autre document. Enfin, ça ne marche pas toujours, il y en a qui ne marchaient pas bien. Bon. Et effectivement, il fallait changer de papier puisque en lettres rouges, des lettres de presque 2 cm, le mot juif était marqué sur nos papiers. Donc c'était pas seulement enlever l'étoile jaune, c'était bien, mais ça ne suffisait pas. Il fallait absolument Une nuit, nous sommes partis de la maison, aller dormir à un hôtel qui se trouvait près de la gare. On rappelle, c'était l'hôtel du Sanglier. Et donc, on a pris le train, c'était au mois d'août. On a pris le train vers Paris, où devait nous attendre un passeur qu'on s'était procuré, je ne sais comment, ça j'ignore, mais on avait un passeur qui devait nous véhiculer jusqu'à la ligne de démarcation et nous faire passer. Bref, on a dormi à l'hôtel. Nous étions partis avec une amie de ma mère et ses 2 petites filles, 2 jumelles. Et donc nous étions 5, on a dormi à l'hôtel en attendant de rencontrer ce passeur. Et je me rappelle d'une anecdote,
nous avons passé enfermés toute la journée dans l'hôtel, et pour pas aller dans la rue, on avait été au cinéma, je ne sais plus ce qu'on a vu. Puis on est revenu à l'hôtel, et par la fenêtre, il y avait en bas, je le vois encore, un accordéoniste qui jouait non-stop la Marseillaise, tout le temps, et les gens lui jetaient des pièces. Je ne l'ai pas vu se faire arrêter, mais nos parents avaient dit, oh là là, le pauvre vieux, il va se faire coffrer. Bon, ça c'était un des épisodes. Puis mon père est allé au rendez-vous prévu avec le passeur, et il est revenu complètement pâle et défait. Il m'a dit, non seulement j'ai pas vu le passeur, mais heureusement je me suis assis dans un autre bistrot, celui où j'avais rendez-vous, et il y avait 2 tractions avec des feutres mous, des tractions avant Citroën et des... Bon, alors évidemment il a dit, je suis pas sûr que ce soit pour moi, mais en tout cas l'autre passeur n'est pas venu, on est soumis à nous-mêmes, on y va, on s'en va. C'était le mois d'août, donc les transhumances, malgré que ce soit la guerre, malgré que ce soit 1942, les gens partaient quand même en vacances. Pas tous, mais il y en avait. Donc on monte dans le train et ce voyage se passe bien. Il y a des Allemands qui passent, demandent des papiers. Bon, ça se passe bien. Jusqu'à un moment où je me souviens, on jouait dans le compartiment avec les 2 petites jumelles, on était 3, et il nous a échappé plusieurs mots de yiddish dans le feu de l'action du jeu. Mon père m'a giflé, c'était la première fois de ma vie que je prenais une gifle. Madame Weiss, la mère des jumelles, elle se lève, elle gifle les 2 petites, et la conclusion, c'est plus jamais vous ne devez parler yiddish, plus jamais. Alors, bon, c'est tout. Je ne sais pas si on a pleuré. On est allé dans notre coin. Et puis, on est arrivé à Dax. À Dax, où c'était les vacances, c'était la feria, c'était les courses de taureaux, c'était la fête de l'agriculture. C'était très bien. On rentre dans un hôtel où on devait passer la nuit en attendant de prendre contact avec un autre passeur. Et cet hôtel était plein d'individus qui nous ressemblaient beaucoup, c'est-à-dire des gens habillés en tenue pas du tout estivale, avec des valises tout à fait disproportionnées avec le trajet, et puis également une table, des Allemands qui festoyaient gentiment, et on était à quelques mètres d'eux. Alors, ce qui était comique et c'est que tout le monde, personne ne parlait. Les gens mangeaient en silence. Et puis, il y avait dans la salle des gens qu'on connaissait. Et personne ne levait la tête pour montrer qu'on se connaissait. Donc il fallait se taire. Il fallait se taire, pas se connaître, pas se reconnaître. Et nous, au bout de 48 heures, on en avait un peu marre. Mais dans cet hôtel, qui était assez propre sur lui, quoi, il y avait des gens qui nous ressemblaient beaucoup, et avec des enfants, et qui étaient manifestement pas aussi peu en vacances que nous. Et également une tablée d'Allemands, je qualifiais d'officiers allemands, parce que j'imagine que manger à l'hôtel, c'était pas des troufions, enfin ça, je sais pas si je l'ai imaginé à l'époque, mais bon. Et donc au bout de quelques heures d'ennui, Rachel, Pauline et moi, Rachel et Pauline c'est les deux jumelles qui sont mes amies, on est sortis et puis on s'est engouffré dans une écurie où il y avait un palefrenier allemand qui donnait à manger, qui soignait les chevaux et qui nous a invités à monter sur les chevaux et tout. Alors on a sympathisé avec cet Allemand, une fois de plus, et à la grande horreur de nos parents qui cherchaient à nous récupérer sans faire trop d'éclat. Et non. Bon, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas trop jouer avec les Allemands qui étaient là, malgré le côté sympathique que ça pouvait avoir.
Puis, donc, je ne sais pas si c'est 24, 48 heures, 30, je ne sais pas. On avait contacté l'oncle qui habitait de l'autre côté de la frontière, l'oncle Lazare, qui habitait de l'autre côté de la ligne de démarcation, qui nous a promis de nous envoyer un passeur, mais qui se démerderait. Et un jour, à midi, à table, entre un personnage absolument inhabituel, avec une petite veste en fourrure. Manifestement, il n'était pas... c'était un paysan ou un berger, moi j'ai qualifié de berger, et qui était assez insolent, il n'était pas du tout mal à l'aise. Et puis il brandit une photo, et il dit « J'ai là les photos, qui est parent avec ses enfants ?» Et ma mère dit « Merde, c'est les enfants de Lazare. » Alors on l'appelle, il ne se passe rien, les boches continuent à bouffer comme rien, toute personne ne bouge. Et puis lui il parle le verbe haut, il dit « Bon ben d'accord, alors rendez-vous demain à tel endroit. » Il donne rendez-vous, il dit « Vous venez à telle heure, vous aurez sur la place de Saint-Jean-Pied-de-Port. » Non, vous prenez le train, c'est ça. Là, l'erreur, elle vient de là. Vous prenez le train, vous descendez à Saint-Jean-Pied-de-Port, et à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous allez jusqu'à la place Intel, et vous avez un autobus. Et puis il s'en va. Le lendemain matin, on monte dans le train, Saint-Jean-Pied-de-Port, on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, on descend, et là, c'est plus du tout pareil, ça ressemble plus du tout à une gare banale. Il y a devant la porte le contrôleur des tickets et 2 soldats allemands à gauche et un gradé de l'autre côté. Je dis ça parce qu'il avait une casquette et les autres, ils avaient pas de casquette. Et puis là, on dit, bon, ben là, c'est le moment, il contrôle les papiers, il contrôle, je ne sais pas ce qu'il contrôle. Et donc, ma mère, en quelques secondes, dit à Madame Vest, la maman des 2 gamines, tu passes, je passe derrière avec Léo, et il passe derrière. Et à moi, elle dit, tu te retournes pas. Si on n'arrête papa, tu bouges pas. Ça, j'en ai encore les oreilles qui chauffent. De l'aplomb de ma mère, qui n'était pas du tout son genre, mais dans la tension, elle avait perçu c'était sans issue, quoi. C'était on passe ou on casse. Et effectivement, Madame Weiss passe très bien, elle donne ses tickets, on ne lui demande rien. Ma mère va passer, on ne lui demande rien non plus, pas ses papiers, rien du tout. Et elle me tenait par la main, et moi je m'accroche à mon père. Donc je m'accroche à mon père malgré les ordres, et je me retourne vers lui. Et c'est là que j'ai vu que les 2 soldats allemands le regardent et lui disent « vos papiers ». Et il sort sa fausse carte d'identité. Alors là, sans doute qu'on me l'a raconté, parce que je comprenais peut-être l'allemand, je ne sais pas, mais il y a un Allemand qui dit « comment ça se fait ? Il est étranger, il est né à Alger ». Évidemment, mes faux papiers, mon père était un petit peu basané, et le gars qui nous avait fait les faux papiers, il a dit « il vaut mieux prendre le risque, lui donner des faux papiers avec né à Alger ». Et l'autre soldat a répondu, puisque c'est mon père qui me l'a raconté, espèce d'imbécile, tu ne sais même pas qu'Alger c'est la France. Et puis, c'est tout, on est passé. Et j'ai l'impression, ça c'est une interprétation, que si l'officier allemand, gradé, avait vu qu'il y avait une perte de fluidité dans la sortie, il aurait très bien pu intervenir, dire à mon père, mettez-vous de côté. Il ne l'a pas fait, on est passé. Vraiment, mes parents m'ont raconté ça tellement souvent qu'ils ont vraiment cru que ça allait y aller. Alors après, la période qui suit n'est pas dramatique du tout, elle est plutôt de l'ordre du comique, je sais pas, je dirais la grande vadrouille, quoi. On arrive sur une place déserte, un autobus vide,
le passeur qui est isolé à quelques mètres au loin et qui nous fait signe de monter dans le bus. Et on était nombreux. Nous, on était 5. Et il y avait plein de gens. Plein de gens avec des manteaux gris, des chapeaux feutres, des grosses valises. Manifestement, c'était un bus de gens qui désiraient passer la ligne de démarcation. Bon, on ne bouge pas. Le passeur nous dit « Vous inquiétez pas, vous allez être arrivé à la frontière et je vous prends en charge là-bas. Jusque-là, vous ne faites rien. » On monte, on s'assied. Quelques secondes après, 4 Allemands en uniforme superbe comme d'habitude arrivent avec 2 chiens bergers allemands et montent et s'assiedent sur les 4 places arrière du bus qu'on nous avait demandé de laisser libre, sans nous dire pourquoi. Et donc ils s'assiedent, ils sont souriants, ils sont gais, ils sont marrants. Et puis ils font asseoir leurs chiens. Et dès que le bus démarre, il y en a un qui se lève et qui va vers Madame Weiss et qui lui dit, une traduction qui m'a été fournie après, « Ce sont vos petites filles, permettez », il claque des talons et il prend les 2 gamines, il les emmène au fond du bus, il les met sur les genoux et les fait sauter en leur chantonnant des choses, je ne sais pas, j'imagine. Et à la limite, ça dure quelques minutes, terrible. Et il vient et il rend les 2 petites filles et il leur aurait dit priez de m'excuser, mais j'ai aussi des petites filles. Et puis il s'en va. Et le passeur nous avait dit vous occupez pas des Allemands, ils ne sont pas de service. Ils ne sont pas de service, ils prennent leur service à midi, mais à midi tout sera fini. Alors on arrive, on monte dans un pays que je n'ai jamais vu en montagne, en Pays Basque, un patelin qui avait peut-être 20 habitants, et c'est beaucoup. L'autobus s'arrête le nez sur la barrière rouge et blanche de la ligne de démarcation, et cet autobus longe une bâtisse, arrête la porte arrière devant la porte ouverte de la bâtisse, et à ce moment-là, comme un pantin, comme un lutin plutôt, le passeur passe, dit tout le monde dans la maison. Et on descend dans le bus et on n'a qu'un pas à franchir pour être dans cette maison. La porte arrière gauche du bus s'ouvre, les 4 Allemands descendent avec leurs chiens, traversent la place pour aller dans leur cantonnement, et donc environ 1 minute et demie après, l'autobus fait demi-tour et la place est de nouveau déserte, comme si rien ne s'était passé. Il n'y a plus un de ces touristes qu'on aurait reconnu. Et donc, de là, après, bon, c'est un passage de ligne de démarcation à pied dans la forêt, sans intérêt. Je voudrais ajouter aussi une petite anecdote. Il y a une jeune fille, nettement moins de 20 ans, qui s'assied près de mon père et qui lui dit « Je sais, vous allez, où vous allez, j'irai aussi. » Alors, mon père ne répond pas parce que il dit « C'est quoi ça? C'est pas normal. » Et c'est un piège, enfin bon, vous voyez des pièges partout. Hein. Alors la fille, elle dit « Je peux payer. » Alors mon père ne répond toujours pas. Et la fille, très déjà aguerrie quand même, elle dit « Bon, ben tant pis, j'irai quand même. » Mon père ne lui a pas répondu. Elle est venue, elle est passée. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, mais elle est passée avec nous dans cet âge. Là, on est arrivé à Mauléon, et à Mauléon, mon oncle nous attendait, et puis bon, c'était vraiment là, un moment de bonheur, quoi, parce que c'était si beau, le Pays Basque, au mois d'août. On a été tout de suite. On a passé 24 heures à Mauléon. Je me rappelle avoir joué dans le Gave, c'est une merveille, le Gave de Mauléon. On était quand il n'y a personne. Puis après a commencé la période, donc, tout ça, c'est donc, j'ai dit, en 1942, au mois d'août 1942.
Et ensuite, nous sommes allés à Gand, tout près de Pau, où nous n'avons pas été chassés, comme pas mal d'autres personnes. Nous avons été déclarés comme réfugiés du Nord, pas comme juifs. Et donc on s'est installé. Rapidement, le maire de